On nous montre un avion saoudien qui atterrit à Alger, une poignée de main entre le président Tebboune et un ministre de Riyad. On nous parle de relations bilatérales. Pensez-vous vraiment que c'est toute l'histoire? Si c'était aussi simple, on n'en parlerait même pas. Ce que ces images très protocolaires cachent, en réalité, c'est bien autre chose. C'est-à-dire? C'est la mise en place d'une alliance. Une alliance militaire, sécuritaire, qui pourrait, oui, redessiner toute la carte du pouvoir, de la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge. L'axe Alger-Riyad, la nouvelle diplomatie de la canonnière. C'est exactement l'idée. Une diplomatie où les mots comptent, bien sûr, mais où le poids des services de renseignement, lui, pèse infiniment plus lourd. Alors, décortiquons ça. Lundi, Alger. Le président Tebboune reçoit en personne le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf. Sur le papier, c'est le ministre de l'Intérieur saoudien. Mais ce titre, c'est un peu un écran de fumée, n'est-ce pas? Ah mais complètement. C'est une façade. Dans la structure du pouvoir saoudien, ministre de l'Intérieur, ça veut dire une chose. C'est le grand patron de tout l'appareil sécuritaire. Donc le renseignement intérieur, la police. Tout. Les forces spéciales, la surveillance des frontières. C'est l'homme qui tient les dossiers les plus sensibles du royaume. Et attention, ce n'est pas un simple fonctionnaire. Non, c'est un prince. Exactement. Un prince de sang du clan Naïf qui a historiquement tenu la sécurité du pays. Sa présence personnelle, elle, est un signal d'une importance capitale. Et il n'est pas venu seul, j'imagine. Certainement pas. La composition de sa délégation est très révélatrice. Il était accompagné, entre autres, par le directeur du bureau d'études et de recherche. Un intitulé qui ne dit pas grand-chose. Justement, c'est le cœur pensant de la stratégie de renseignement saoudienne. Sa présence nous dit que les discussions n'étaient pas d'ordre diplomatique. Elles étaient purement opérationnelles. On n'était pas dans un salon feutré. On était dans une salle de commandement. Une salle d'opération, pour planifier des actions communes. C'est aussi simple que ça. Une salle d'opération, c'est un changement radical. L'Arabie saoudite a, pendant longtemps, considéré le Maghreb comme une zone d'influence, disons, secondaire. Lointaine, oui. Et aujourd'hui, elle entre par la grande porte et elle choisit Alger. Pourquoi maintenant? Parce que le statu quo n'est plus tenable, pour personne. La région est devenue une véritable poudrière. Vous avez l'effondrement de l'État au Soudan, la Libye qui est un hub à ciel ouvert pour tous les trafics. Armes, mercenaires. Tout ce que vous voulez. Et ça irrigue le Sahel, ça menace directement l'Algérie. Riyad et Alger, en fait, ont fait le même constat. Ces crises ne sont plus des problèmes de voisinage, c'est devenu une menace existentielle pour leur sécurité nationale. Le jeu se joue maintenant à découvert. Ce qui nous amène, logiquement, à la suite. Ce ballet diplomatique de dimanche, toujours à Alger, réunion des ministres des Affaires étrangères d'Algérie, de Tunisie et d'Égypte. Thème officiel, la crise libyenne. Encore et toujours. On a l'impression d'entendre ce disque depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'une réunion de plus, cette fois, pourrait faire la différence? Des trois capitales. Des trois capitales, oui. Et avec le soutien, la bénédiction logistique et financière de Riyad. L'info qui filtre des cercles sécuritaires est très claire. Il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir. C'est une action concertée pour couper la route à ceux que ces capitales appellent maintenant les pyromanes de la région. Les pyromanes. Les mots sont forts. Qui est visé? Parce qu'en diplomatie, quand on ne nomme pas... C'est souvent pour mieux désigner. Et cette fois, dans les discussions à huis clos, les gants ont été retirés. L'objectif est double. Premièrement, imposer un processus de réunification en Libye, coûte que coûte. Et deuxièmement, Oui. et c'est là qu'est la rupture stratégique, neutraliser l'influence d'un pays en particulier, les Émirats arabes unis. Attendez. Accuser publiquement un pays frère du Golfe, un partenaire majeur, d'attiser la guerre, ce sont des mots d'une gravité exceptionnelle. Sur quoi repose une accusation aussi directe? Sur des faits, sur des rapports de renseignement et des mouvements très concrets sur le terrain. Un nom revient tout le temps, l'aéroport de Koufra. Dans le sud-est de la Libye? C'est ça, une zone désertique sous le contrôle du maréchal Khalifa Haftar. Or, selon plusieurs rapports concordants, Koufra n'est plus un simple aéroport. C'est devenu la plaque tournante logistique pour acheminer armes et matériel aux forces de soutien rapide, les FSR. Celles qui mettent le Soudan à feuille à sang? Précisément, cette milice qui est en guerre totale contre l'armée soudanaise. Le lien est donc direct. Les armes qui transitent par la Libye sous contrôle de Haftar alimentent l'incendie au Soudan. Et qui soutient à la fois Haftar et les FSR? Toutes les lignes convergent vers Abu Dhabi. Pour Alger et Le Caire, la conclusion est glaciale.
Si ce flux n'est pas stoppé, l'incendie finira par traverser leurs propres frontières. C'est un engrenage infernal. Mais il y a un paradoxe qui me frappe. Vous parlez d'une alliance Le Caire-Alger. Or, il faut quand même rappeler qu'en 2019, l'Égypte soutenait activement l'offensive de ce même Haftar pour prendre Tripoli. Militairement et politiquement, oui. Alors que s'est-il passé? Comment un allié d'hier devient le problème d'aujourd'hui? C'est un retournement à 180 degrés? C'est le pragmatisme le plus brutal. Le calcul du Caire en 2019 était simple. Aider Haftar pour sécuriser sa frontière ouest. Mais ce calcul a volé en éclats avec la guerre au Soudan. Le danger n'est plus à l'ouest, il est au sud. Voilà. La sécurité nationale égyptienne est en danger de mort au sud. Ils font face à un afflux de réfugiés, à la perspective d'un État failli à leur porte. Le Caire est acculé. Il ne peut plus se permettre de tolérer les aventures de Haftar en Libye si elles alimentent le chaos à sa frontière sud. L'Égypte sacrifie donc son pion libyen. C'est exactement ça. C'est un changement de paradigme fondamental. L'Égypte, qui jouait sa propre partition, est forcée par les événements de revenir dans le sillage de la vision algérienne et tunisienne. Et les grandes puissances dans tout ça? Washington, par exemple. Ils regardent faire. Ils ne sont jamais de simples spectateurs. Mais leur approche a changé. Ils ne tirent plus les ficelles. Disons qu'ils donnent le feu vert. Un feu vert. Oui, Washington a compris que sa politique en Libye était un échec. Ils veulent une chose maintenant, la stabilité. Pour éviter que le chaos ne profite à la Russie, via Wagner notamment, et pour ça, ils sont prêts à déléguer le nettoyage. Quels sont les signaux de ce feu vert? Il y en a plusieurs, très clairs. La lettre de Donald Trump au chef du conseil présidentiel libyen. Officiellement, des vœux. Officieusement, un message. Nous voulons un gouvernement stable, maintenant. Et puis, plus concret, la visite en décembre du général de l'Africom. Le commandement américain pour l'Afrique. Il n'est pas venu pour une visite de courtoisie. Il est venu annoncer des exercices militaires conjoints entre les commandements de l'Est et de l'Ouest libyen. C'est-à-dire entre des armées qui se tiraient dessus il y a quelques mois. Précisément, c'est un ordre de marche. Le message, c'est « à unifier vos forces ou nous vous l'imposerons ». L'Amérique veut nettoyer la Seine. Et cet axe Alger, Riyad, Le Caire se positionne pour combler le vide avant que d'autres ne le fassent. D'accord. Le diagnostic est posé, l'alliance formée, le feu vert donné. Mais on a déjà vu des dizaines de conférences sur la Libye se terminer par de belles déclarations. Concrètement, que peuvent-ils décider dimanche? Comment passe-t-on des mots aux actes pour fermer cet aéroport de Koufra, par exemple? C'est la question clé. Et la réponse, c'est que cette fois, on ne parlera pas de communiqué de presse. On parlera de mesures opérationnelles. Le plan, c'est d'asphyxier le chaos. Comment? Accepter les flux d'armes. Ça peut aller jusqu'à des menaces de sanctions ciblées, voire un blocus. Un blocus? C'est une option militaire. C'est une option de pression maximale. Ensuite, il y a le plan politique. L'idée, c'est de contourner les élites corrompues de Tripoli et Benghazi, Et comment on fait ça? en forçant l'organisation d'élections municipales, le plus vite possible. L'objectif, c'est de reconstruire la légitimité de l'État par la base, par le local. C'est un pari audacieux. Et qui va garantir un tel processus? Organiser des élections en pleine guerre civile? C'est là qu'intervient le troisième volet en vogue, un bouclier arabo-international. L'Arabie saoudite mettrait son poids financier et diplomatique. L'Égypte et l'Algérie, leur poids militaire et sécuritaire aux frontières. En fait, la vision algérienne, celle d'une solution libyo-libyenne, a fini par triompher. Une vision jugée naïve à l'époque. Très naïve, mais aujourd'hui c'est la seule option crédible. Même Le Caire, qui pariait sur le militaire, a compris qu'un fusil ne bâtit pas un État. Tout le monde est revenu à cette case départ. La finalité de tout ça, c'est d'éviter quoi? Un nouveau Yémen? C'est d'éviter un scénario à la somalienne ou à la yéménite, aux portes de l'Europe. La Libye est une bombe à retardement. Si elle explose, l'onde de choc déstabilisera la Tunisie, mettra une pression migratoire insoutenable sur l'Italie. Personne ne peut se le permettre. Le message de dimanche sera simple et brutal. La partie est terminée. Une diplomatie des crosses sorties, comme certains le murmurent à Alger. L'Algérie, longtemps sur la défensive, semble jeter tout son poids dans la balance, soutenue par des alliés inattendus. C'est une démonstration de force. Mais la question qui reste est vertigineuse. Laquelle? Sommes-nous vraiment au début de la fin de la crise libyenne? Ou simplement à l'aube d'un nouvel acte, peut-être encore plus brutal, dans cette guerre d'influence qui déchire la région? C'est tout le risque. Ce qui est certain, c'est que le statu quo n'est plus une option. Les lignes rouges ont été tracées. Et l'équation qui se pose maintenant, et elle dépasse de loin le cas libyen, c'est
que se passe-t-il quand des puissances régionales décident que pour garantir la paix chez elles, elles doivent d'abord se préparer à la guerre chez leurs voisins? La réponse se dessinera à Alger. Oui, et les semaines qui suivront ne ressembleront en rien à celles qui ont précédé. Le calme apparent cache une tempête qui se prépare.